Israël est reconnu comme la seule démocratie du Moyen-Orient. S'il n'y a pas de consensus universel sur la façon de mesurer une démocratie, plusieurs indices définissent l'État d'Israël comme un pays libre. Il dispose en effet d'élections libres et équitables, d'une séparation des pouvoirs et d'une liberté de la presse. Mais au regard d'autres facteurs et du droit international, Israël est-il vraiment une démocratie? On en parle avec Jean-Paul Chagnolot, directeur de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Et Françoise Degois, journaliste et éditorialiste. La démocratie, c'est un ensemble de règles qui fait qu'un peuple envoie, comment dirais-je, des représentants dans un parlement. Et ce parlement décide, avec un gouvernement, de la bonne marche des affaires. Et je dirais quand même que ce qui a civilisationné, et civilisationné, je fais un peu un néologisme, l'humanité, c'est la justice, c'est la capacité de rendre la justice. Donc sans justice, il n'y a pas de démocratie. Pour qu'Israël soit pleinement une démocratie, je crois qu'il y aurait deux conditions fondamentales. La première, c'est que ça ne dérive pas vers ce qui est le cas aujourd'hui, une ethno-démocratie, c'est-à-dire que les Juifs auraient le pouvoir et pas les autres. Je pense ici à la minorité palestinienne ou arabe qui se trouve en Israël aujourd'hui, qui est citoyenne, mais dans les faits, il y a vraiment des discriminations. Et d'autre part, c'est tout à fait important qu'Israël renonce à la colonisation et à l'occupation des territoires palestiniens, qu'elle cesse d'être une puissance occupante, de telle façon qu'il y ait à côté d'un Israël vraiment démocratique, un État palestinien qui, pourrait-on l'espérer, serait aussi démocratique. Et à ces conditions-là, on pourrait pleinement dire qu'Israël est une démocratie. Et de ce point de vue-là, l'histoire du sionisme, au fond, aurait accompli son destin. Si ce n'est pas le cas, eh bien, effectivement, les contradictions l'emportent. Et avec elles, le principe même du sionisme est sans doute que Israël se perd dans ces contradictions d'être puissance occupante et de plus en plus une ethno-démocratie. C'était intéressant de parler des Arabes israéliens. Les Arabes israéliens, ils ne sont pas des sous-citoyens. La seule différence pour les Arabes israéliens avec le reste des habitants, les Arabes israéliens doivent demander à faire l'armée. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui le demandent, qui demandent à servir dans Tsahal. Il y a énormément d'officiers et de soldats arabes israéliens qui ont trouvé la mort depuis le 7 octobre. Il y a des droits égaux pour les Arabes israéliens. Il y a une représentation également à la Knesset. Je suis fasciné et impressionné par la capacité des Israéliens à mettre en place des commissions d'enquête qui aboutissent. Ariel Sharon, à l'époque 82, il est ministre de la Défense. Ariel Sharon, massacre de Sabra et Shatila, c'est un drame épouvantable. Les chrétiens libanais phalangistes qui arrivent dans le camp de Sabra et de Shatila et qui massacrent les réfugiés palestiniens. Ariel Sharon est considéré en tant que ministre de la Défense comme responsable indirectement car les Israéliens qui gardent le camp ne sont pas intervenus en réalité, ont laissé les chrétiens phalangistes massacrer les Palestiniens. Ariel Sharon, aussi puissant soit-il sur le plan politique, il doit quitter le pouvoir. Donc pour moi, vous avez la Cour suprême israélienne qui condamne très régulièrement l'armée israélienne et l'État israélien a payé des dommages pour, comment dirais-je, pour les dégâts causés par bombardements, expulsions, exactions. Israël est une démocratie, certes, d'un côté, mais ça risque d'être vraiment une démocratie pour les Juifs et pas pour les Arabes israéliens qui y vivent. Et par ailleurs, on ne peut pas parler sur le plan du droit et du moins du respect des droits de l'homme complètement d'une démocratie dès lors qu'il y a occupation et colonisation des territoires. Et là, donc, il faut bien comprendre que c'est une démocratie qui a une contradiction majeure et qui l'affecte en profondeur à tous égards, puisque c'est aussi une puissance occupante au regard du droit international. Bien sûr, les Juifs ultra-orthodoxes sont exemptés de service militaire. À l'origine, ce n'était pas le cas. Évidemment, au fil des années, on voit bien, comment dirais-je, que le parti Chasse, le parti des religieux orthodoxes, va prendre un poids de plus en plus important, aidé ensuite par des laïcs comme Benjamin Netanyahou, qui est déjà dans tous les coups. Et on voit surtout, au moment des accords d'Oslo, la social-démocratie, la gauche israélienne puissante, lumineuse, portée par Yitzhak Rabin. On voit bien à quel point elle s'affronte avec le parti Chasse et également avec les colons. La violation permanente du droit international avec 450 000 colons qui considèrent que la Cisjordanie est à eux et violent toutes les lois internationales. Donc il y a des privilèges pour les partis, pour les religieux. Ça n'a pas toujours été le cas, mais ce n'est pas un État ségrégationniste, encore moins un État d'apartheid. Voilà.